Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW F900 XR de 2020. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore la chance aujourd'hui d'avoir un abonné qui a fait vraiment pas mal de route pour me prêter cette toute nouvelle machine. Donc il s'agit de la F900 XR de chez BMW. C'est une moto qui reprend en fait le flambeau de l'ancienne gamme qui était motorisée par un bicylindre en 800 cm3. Il y avait différentes motos dans cette gamme là. Et en fait ils avaient un partenariat pour ce moteur avec Rotax qui a pris fin. Maintenant ils ont remplacé ce partenariat par un avec la marque Longchin ou Longchin, je sais pas comment on dit. C'est une marque chinoise. Et donc oui, cette BMW a bien un moteur chinois. Ce nouveau moteur, donc c'est toujours un bicylindre en ligne. Celui-ci maintenant fait 900 cm3 et produit 105 chevaux. Pour l'instant, cette nouvelle gamme avec ce moteur chinois se compose de deux machines. Vous avez le Roadster F900R et ce modèle un peu trail routier, la F900 XR. Donc très clairement, quand on voit son gabarit, sa taille, sa polyvalence et toutes ses caractéristiques, elle se place directement comme une concurrente à la Tracer 900 de chez Yamaha. Et même au niveau tarifaire, on est sur un segment relativement proche. Personnellement, j'avais découvert cette moto lors de sa présentation à Milan, à l'EICMA en 2019. Et j'avais pas été vraiment conquis. Le design est relativement classique, je dirais que ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qui se fait actuellement avec un design un peu robot sur les marques japonaises. Et au niveau de la finition globale, j'avais été assez déçu. Là aujourd'hui, la moto est complètement accessoirisée et optionnée. Comme sur la plupart des BMW, il y a un catalogue d'options qui est impressionnant. Ça se compose déjà par des packs d'options. Cette machine est disponible avec 4 ou 5 packs d'options lors de l'achat. Et cette moto en a 4 sur les 5 si je me souviens bien. Alors déjà, la première option, c'est la couleur. À savoir que la seule couleur qui est disponible sans supplément, c'est un espèce de blanc-gris que je trouve pas terrible. Cette couleur rouge est disponible pour 250 ou 300 € de plus. Après, vous avez les packs d'options, je dirais, touring, qui vous mettent des supports pour le top case. Vous avez les poignées chauffantes qui sont dans l'un des packs, vous avez la béquille centrale qui est également dans un des packs. Sur cette moto, on retrouve le système ESA, c'est-à-dire suspension électronique réglable, mais ce n'est pas sur l'ensemble des deux suspensions, c'est uniquement à l'arrière. Et ça permet donc de changer le réglage en roulant. Vous avez aussi l'ABS en courbe sur cette moto. On a le shifter pro, donc shifter up and down. On a aussi des paramètres purement électroniques. Normalement sur cette moto d'origine, il n'y a que deux modes, le mode pluie et le mode route, des modes on va dire classiques. Là vous avez en plus le mode dynamique qui est donc un mode performance et dynamique pro qui est complètement paramétrable. Dans les options, normalement, il y a aussi un support pour le GPS de chez BMW. Le propriétaire l'a retiré parce que il avait pris ce pack pour les autres contenus, mais le support GPS, ça ne l'intéressait pas et ça l'embêtait d'avoir tout le temps ce support qui lui était inutile parce que le GPS est lui encore vendu en supplément et ça coûte dans les 800 €. Donc il l'a fait supprimer et à la place, il a fait installer, vous pouvez voir, un petit port USB afin de pouvoir recharger son smartphone parce que d'origine, il n'y a pas de quoi recharger. Vous avez un port sur la moto au format ISO, je crois, ou DIN, je me souviens plus du nom, mais c'est pas pratique parce que ce port est au milieu du cadre de la machine, donc ça vous ferait courir un câble pour recharger votre smartphone, c'est complètement stupide cet emplacement. Sur cette machine, on a encore aussi en option le système de démarrage sans clé, aussi bien pour le Neumann et le réservoir. Il me semble que les deux petites protections pour les poignées sont également en option. Bon, au-delà des options qui sont dans les packs, le propriétaire a également pris des accessoires d'autres marques. Par exemple, il a remplacé la bulle pour en avoir une un peu plus haute et il a aussi mis cette extension. Ça, c'est un petit accessoire qui est disponible, je crois, sur Wish ou AliExpress. Il a pris aussi pour le look le sabot moteur qui donne un look un peu plus valorisant à cette moto.
Et actuellement, la machine est équipée d'un top case JV avec un support de chez SW Motec. Bon, je m'arrête là pour la liste des options parce que sinon il va y passer 3 jours. Ce qui est agréable, c'est que cette moto, comme sur la plupart des trails routiers, eh bien, elle est très facilement accessible. On a une position qui est très droite, le guidon est large, on a un très bon bras de levier, et vu qu'on a une roue en 17 à l'avant, bah, ça la rend hyper vive et hyper maniable. Après, aujourd'hui, la moto est dans une configuration standard, donc avec une hauteur de selle, je dirais, de base. Mais il est possible, dans les options, d'avoir une selle rabaissée, voire un kit carrément qui rabaisse complètement l'intégralité de la moto. Et vous pouvez aussi la rehausser si jamais vous êtes très grand. Allez, j'accélère un bon coup, je suis en 3e. Bon, bah les amis, vous pouvez voir que c'est assez performant, hein, mais pour l'instant c'est pas très sensationnel. J'ai oublié de le préciser, mais la moto est équipée aussi en option d'un silencieux de chez SC Project. D'origine, l'échappement n'est vraiment pas joli, c'est une espèce de grosse cartouche. Je comprends que le propriétaire ait préféré le remplacer. Bon, une surprise par contre, dès qu'on dépasse les 70 km/h, eh ben, toute cette bulle est trop courte. Même si celle-là c'est déjà un modèle rallongé avec en plus une extension, eh ben, c'est encore trop court. Moi ça me dévie directement l'air en plein milieu de ma visière. Alors, petit virage à basse vitesse. La moto est vraiment hyper facile à prendre en main. On sent quand même son poids, hein. C'est pas la machine la plus légère qui existe. Elle est donnée pour 220 kg tout plein fait. Mais c'est très facile à prendre en main. Comme d'habitude, on va tester l'accélération de cette machine. Je rappelle donc que c'est un bicylindre en ligne qui produit 105 chevaux. Il y a différents modes de conduite. Je vais me concentrer sur le mode dynamique, qui est normalement le mode le plus performant. Aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser le mode rain ou les autres modes moins performants. Il y a bien sûr l'ABS, il y a anti-wheeling, traction control, il y a tous ces trucs-là. Je laisse tout en mode standard et j'ai les suspensions, si je revérifie, en mode dynamique, c'est-à-dire le mode le plus sport. Allez, on est parti. Let's go! Bon, j'ai été un peu surpris. Lorsque j'ai voulu utiliser le shifter, j'ai une petite secousse, ça m'a coupé un peu mon accélération. Je vais recommencer ça tout à l'heure. Mais première vue, ça accélère plutôt pas mal, hein. Je m'arrête ici afin de faire un petit demi-tour. Donc vous pouvez voir que du haut de mon 1m70 m, je touche bien sûr des deux côtés, mais j'ai pas les pieds à plat. Le truc le plus rassurant pour moi, c'est de mettre un pied complètement à plat et l'autre sur le frein. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond et on y va. Alors, la moto est un peu haute, donc il faut que je fasse gaffe. Ouais, l'angle de braquage est, on va dire, standard. Je sors pas de la route, mais c'est limite, hein. On est reparti pour une petite accélération et ensuite je vais me concentrer sur le freinage. C'est parti. Et je ralentis. Frein arrière, ça freine à peine. Frein avant, wouhouhouhou. Ah là là, chez BMW, à chaque fois les freinages c'est du délire. Bon, sur cette moto c'est toujours confié à Brembo au niveau des étriers. Par contre on peut voir que le mètre cylindre à l'avant c'est un Nissin. Et franchement ça marche super fort, c'est assez facilement dosable. Bien sûr les deux leviers sont réglables en écartement, mais c'est pas le même système qu'habituellement chez BM. Là j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins précis que d'habitude. Ça reste quand même très bien. Bon, au niveau de l'accélération, vous l'avez vu, c'est performant, hein, mais je suis pas un gros fan du shifter qui donne quand même un à-coup assez, je trouve, déstabilisant quand on passe de la première à la deuxième. La première prend quasiment 80 ou 90, je me souviens plus. Et on a ce petit à-coup qui vous fait presque lâcher les gaz. Alors, dans ce rond-point, ça se penche avec une facilité déconcertante. Les pneus, c'est des tailles standards, hein, c'est 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Je vais essayer de mettre la bulle plus haute, parce que tout à l'heure, vous avez vu, c'était inefficace. Et on est reparti.
je suis pas un gros fan du shifter, hein. Il fonctionne plutôt pas trop mal, mais si je compare avec ce que j'avais pu tester par exemple sur la S1000R, pareil de chez BMW, la S1000R avait un shifter largement plus agréable. Là on est quand même bien mieux que ce que j'ai pu tester sur la R1250 RS, qui était vraiment déplorable ce shifter, mais il y a mieux. Là je suis en 5e, j'ai essayé de redescendre mes vitesses au shifter. Ça passe, il n'y a quasiment pas d'à-coup, mais faut être quand même assez ferme sur le sélecteur. On sent une espèce de petite réticence. Ouais, voilà, c'est super maniable. La sonorité de l'échappement est plutôt pas mal quand on reste sur les mi-régimes, hein. C'est bien rauque. Concernant tous les commodos, si vous avez vu des tests de BMW récentes sur ma chaîne, eh bien c'est globalement la même chose. On retrouve l'espèce de molette sur la gauche qui permet de naviguer dans les menus. On a également le bouton pour le traction control. On a également les boutons pour régler les suspensions, pour une fois de plus encore naviguer dans les menus. Bien, après tous les trucs standards, clignotants et les feux. On a également le bouton pour les feux de détresse, un bouton pour l'allumage et l'extinction des feux diurnes. Et le dernier bouton tout en haut, c'est pour le régulateur de vitesse. Sur la droite, c'est beaucoup plus simple. On a les poignées chauffantes qui sont donc une option, le bouton pour changer de mode, donc rain, road et dynamique, et ensuite le coupe-circuit démarreur. Sur cette machine, il y a encore une option qui est le bouton SOS. Comme sur les voitures récentes, ça permet d'appeler les secours en cas de crash. On peut voir qu'actuellement j'ai encore les deux rétros d'origine, ils ne sont pas forcément super jolis. Je vois assez bien ce qui se passe derrière, mais je vois quand même pas mal mes épaules. Allez, je fais un petit test de souplesse, je me mets en 6e à 50, ouf, il aime pas du tout, en 5e non plus, en 4e non plus. Ouais, je m'attendais à mieux venant d'un bicylindre en ligne. Faut vraiment pas descendre en dessous des 2000 tours, hein. Bon, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, hein, j'ai relevé la bulle et là par contre maintenant c'est vraiment efficace. Comme souvent en fait avec les bulles réglables, le réglage bas ne sert à rien en fait. Le seul réglage efficace c'est au plus haut. En fait ce shifter pour qu'il marche bien, il faut vraiment maltraiter le sélecteur, il faut y aller comme un brouin. Le moteur, quand on reste à mi-régime, hein, il manque clairement de sensation, hein. Allez, petit dodane à 30 km/h. Bon là, j'étais en mode dynamique, c'est assez ferme. Je vais essayer de me remettre voilà, en mode road. Ça devrait se remettre. Voilà, je me remets à 30 km/h. Ouais. Bon, la différence n'est pas hyper violente, hein. Je dirais que même en mode road ça reste quand même relativement ferme, et je rappelle que le mode ne change que la suspension à l'arrière. D'ailleurs on peut voir à l'arrière cette espèce de tube, je sais pas si c'est du gaz ou une huile sous pression à l'intérieur, c'est écrit ESA dessus. Allez, on est parti pour quelques virages. Oh, ce frein de dingue! La moto est plutôt pas mal, mais on est très haut perché et j'ai un peu de mal en fait à savoir où sont mes roues. J'ai l'impression que je suis tellement haut que les roues sont pas du tout dans la trajectoire que je regarde. Et pour le coup là avec la bulle au plus haut, hein, je suis complètement planqué, il n'y a pas du tout de vent sur mon casque. Alors le frein avant, je le redis pour la je sais pas combien de fois, mais il est vraiment terrible. Le frein arrière par contre il sert quasiment à rien. Et je réaccélère fort. Ouais, vous l'avez vu, c'est efficace, hein. Une fois de plus, hein, je ne mets pas la puissance en doute, hein, elle est présente. Mais ça manque clairement de personnalité en fait, ça manque de sensation. Si je reste stabilisé comme actuellement, vous voyez je suis à 3500 tours à 70,
L'échappement, je l'entends presque plus. Ouais, je le redis, hein, le shifter est vraiment trop brutal entre la première et la deuxième. Ça fait un à-coup désagréable. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, quand on essaie d'utiliser vraiment la performance de ce moteur, bah, le shifter, il est désagréable, quoi. Ça nous fait des retours quand on monte, quand on lève, que ce soit à la montée ou à la descente des vitesses. J'ai l'impression que ça me fait perdre du temps en fait, par rapport à si j'utilisais l'embrayage normalement, quoi. Clairement en fait. Ouais, la moto est clairement bien plus agréable quand j'utilise moi-même l'embrayage, hein. Ah, vous voyez, oups. Il suffit de donner un tout petit appui sur les repose-pieds et la machine, elle bouge toute seule. On va faire un petit tour sur l'autoroute. Donc vous pouvez voir que là, je suis stabilisé à 110, 106e. Je vais tenter une accélération. C'est parti. 120, 130. 140, 150, c'est pas mal, mais une fois de plus, quand on reste à mi-régime, ça manque vraiment de grosses relances, hein. Au niveau de la protection, avec la bulle au plus haut et cette extension, je suis vraiment protégé du vent au niveau de mon casque, mais ça passe sur le côté, j'en ai plein au niveau du buste, et les jambes ne sont pas du tout protégées. Allez, sortons de l'autoroute. Alors j'ai oublié de vous parler du tableau de bord. Donc on retrouve le nouvel écran qui est présent sur beaucoup de machines maintenant chez BMW. Un écran couleur où vous avez absolument toutes les informations que vous pourriez désirer. Et là je me suis mis actuellement sur le mode d'affichage sport, qui est vraiment sympa et assez ludique, parce que ça vous indique le niveau d'intervention de traction control. Ça vous dit aussi la pression que vous êtes en train d'exercer sur les freins. Vous avez d'afficher l'angle que vous êtes en train de prendre. C'est plutôt pas mal en fait. Après bien sûr, hein, si on navigue dans les menus, on retrouve absolument tous les trucs habituels de cet écran, c'est-à-dire toutes les informations possibles et imaginables pour cette moto et tous les paramétrages également. Je vais dépasser ce poids lourd, je vais utiliser mes feux de détresse. Alors sur cette moto, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'options. Il y a aussi des options au niveau de l'éclairage. On a un éclairage en fait qui s'adapte à la courbe pour éclairer l'intérieur de votre virage. Je sais plus comment ils appellent ça. Bien sûr, c'est full LED, aussi bien à l'avant à l'arrière, et même les clignotants sont à LED d'origine sur cette moto. La moto n'est pas trop large, on est haut perché, donc naviguer au niveau des voitures, c'est pas un problème. Notre guidon passe largement au-dessus du rétro d'une voiture standard. Vous voyez, par exemple, dans ce virage, j'étais à 15 degrés d'angle. Ici, pareil. C'est assez ludique, ce truc-là. Mais je pense aussi que ça peut clairement inciter certains à se mettre en danger, en fait. À toujours vouloir prendre plus d'angle, plus d'angle, plus d'angle. Là, je freine. Ça indique la décélération au freinage, mais il y a un petit temps de latence, hein, ça marche pas instantanément. Vous avez peut-être une demi-seconde avant que ça s'affiche. Là, je suis à 22 degrés d'angle, 26. Il y a vraiment une espèce de dissonance sur cette moto, parce que l'échappement actuellement me donne souvent un ressenti et une sonorité comme si c'était vraiment sport. Et au-delà de ça, au niveau des sensations pures, des vibrations, du comportement de la moto, c'est tellement calme que ouais, c'est comme si en fait que j'écoutais la bande son d'une moto et que je roulais sur un truc qui n'a rien à voir. C'est assez bizarre. Bon les amis, je pense que pour les aspects routiers, hein, j'ai fait le tour. Maintenant on va parler un peu des aspects pratiques, parce que cette moto se veut quand même un peu polyvalente. On parlera aussi de son coût et des entretiens. Donc concernant les aspects pratiques, d'origine il n'y a quasiment aucun rangement. Vous pouvez enlever la selle, et en dessous vous arrivez sur un petit emplacement avec d'ailleurs quelques outils qui sont fournis directement par BMW, mais vous ne pourrez rien y ranger, hein. C'est vraiment extrêmement petit.
C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui le propriétaire a installé un top case. Concernant la consommation, là vous voyez, je l'ai affiché sur le tableau de bord. J'ai une consommation moyenne de 5,6 litres, ce qui est assez standard en fait pour une moto de cette cylindrée neuve. Le réservoir, comme je vous l'ai dit, il ferme avec le truc sans clé et il a une contenance de 15 ou 16 litres, ce qui vous donne, allez, on va dire 250-300 km au max avant de refaire le plein. Donc vous voyez, hein, la moto, même dans ce genre de situation, avec des ronds-points très étroits, elle est parfaitement maniable et facile à prendre en main. Ça, c'est vraiment un point fort. Si vous voulez rouler en duo avec cette moto, le propriétaire me disait que d'origine la selle est tellement dure que la plupart du temps celui ou celle qui sera derrière va refuser de rouler plus de 20 minutes avec vous, et je le comprends. Là depuis que je roule, ça doit faire 45 minutes, la selle me fait mal au cul, vous imaginez pas. C'est vraiment désagréable et c'est surtout inadmissible sur une machine à ce prix là. Donc comme je vous l'ai dit, hein, cette moto se place en concurrente d'une Tracer 900 de chez Yamaha. La Tracer 900 coûte 11 000 €. Et bien celle-ci, elle coûte 11 000 € également. Bon, c'est pas les tarifs à l'euro près bien sûr que je vous donne, mais c'est globalement la même chose. Par contre, je vous parle du tarif de base, sans aucune option. Là, la moto que j'ai aujourd'hui, avec l'ensemble de toutes les options, c'est-à-dire tous les packs, les options BM, plus les options d'autres fabricants, on arrive à un tarif qui est pas loin des 15 000 €. Donc ça commence à faire vraiment cher. Ce que j'aimerais en fait, c'est pouvoir, si possible un jour, retester cette machine dans sa configuration de base, avec aucun pack, aucune option, afin de voir si toutes ces options qu'on nous dit quasi indispensables le sont réellement ou pas, quoi. Parce que là par exemple, le réglage des suspensions à l'arrière, je vois bien une différence, il y a un mode qui est plus dur que l'autre, mais que valent les suspensions d'origine? Est-ce que d'origine on est avec la suspension en mode confort? Est-ce que c'est en mode dynamique, c'est-à-dire très ferme? Est-ce que c'est un intermédiaire entre les deux? J'en sais rien en fait, et c'est ça qui est très dommage. Je suppose qu'au final il y a plein d'options qui sont clairement dispensables. Je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette F900 XR. Maintenant, je vous laisse les commentaires si vous avez des questions. Si vous possédez cette moto ou sa version Roadster, la F900R, dites-nous pourquoi vous avez acheté ça, quelles sont les options, quel pack vous avez pris, qu'est-ce qui vous semble utile, qu'est-ce qui vous semble pareil être une arnaque. Ce sera intéressant de pouvoir vous lire parce que la moto est sortie depuis très peu de temps. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter cette machine, c'était très sympa de sa part, surtout qu'il est venu d'assez loin. Je rappelle que sur ma chaîne, l'essentiel des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi, je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je fais ce genre de test très régulièrement. Allez, à bientôt et V à tous! Moi, si je devais donner un avis final, la moto, je la trouve très facile, bien maniable, très plaisante, mais elle ne me distille pas plus de sensations qu'une Tracer 700. Et c'est là que c'est vraiment dommage. Parce que même s'il y a des performances, parce que c'est un 900 cm3 qui fait 105 chevaux, vous n'aurez pas plus de sensations qu'avec la 700 de chez Yamaha, qui coûte bien moins cher.